la télévision classique, soit Internet comme moyen d'échange, évidemment, c'est différent si vous êtes incapable d'avoir cette communication. Donc, encore une fois, c'est bien sûr le cas aussi pour le télé-enseignement ou l'éducation à distance, si vous ne maîtrisez pas les outils Internet, vous êtes mis à distance de ceux qui les maîtrisent. Et évidemment, last but not least, dernière grande tendance que cette crise est en train d'accentuer, c'est la progression de ce que Michel Foucault avait appelé, en suivant le terme de Jeremy Bentham, la société panoptique. Bentham avec sa prison, le panopticon, où un seul surveillant arrivait à voir tous les prisonniers en même temps. Et cette progression, ce choix entre liberté et sécurité de plus en plus arbitré au profit du second contre la première, de la seconde contre la première, semble probablement, est-ce qu'on se trompe, est-ce que c'est être pessimiste, est-ce que c'est être un grincheux inutile, semble être, on pourrait dire, augmenté, la progression aggravée par la crise actuelle. Est-ce qu'on peut le craindre? Est-ce qu'on doit le craindre? Quelles sont les raisons objectives pour le penser? Pierre-Henri, je suis sûr que tu vas nous aider à penser ce moment très étrange. Est-ce qu'il faut qu'on soit optimiste ou pessimiste? Finalement, ce peuple roi, dans cette situation, il s'est révélé quand même vachement discipliné, non? Tu n'as pas trouvé? Oui, oui, en effet, je pense qu'on on a quelques surprises. Je trouve qu'on peut interpréter les choses, notamment sur l'hystérisation du débat dont tu parlais à l'instant. J'allais dire, je serais un tout petit peu moins sévère, parce qu'il me semble que cette hystérisation est une manière de vouloir, pour le citoyen que nous sommes, particulièrement dans l'impuissance aujourd'hui, de tenter de retrouver un peu d'action et un peu de marge de manœuvre. Donc je serais en fait, je verrais cet indicateur qui est effectivement très, très agaçant parce que les débats sont toujours irritants et démultiplient notre irritation. Mais en même temps, si on le regarde d'une manière un peu plus favorable, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être dans un pays où les gens râlent, discutent, s'intéressent, s'informent, tentent de devenir spécialistes. S'informent mal, évidemment. Enfin, bien sûr, c'est un travail à temps plein. Mais je crois que c'est quand même l'élément d'un citoyen qui cherche à reprendre à la fois la tête et la main, c'est-à-dire la tête pour comprendre un monde extrêmement complexe et la main pour compenser une forme d'impuissance particulièrement accrue dans cette situation de confinement. Donc voilà, je trouve que c'est un indicateur qui, avec un peu de recul, pourrait être plutôt, disons, favorable à l'égard de notre espace public que forcément négatif. En tout cas, il est ambivalent. Voilà, je ne sais pas comment l'interpréter exactement, mais il me semble qu'il est ambivalent, donc je serais tenté de le considérer comme étant à la fois comme une évolution qui va dans le sens du mieux en mieux et du pire en pire, les deux. Moi, l'interprétation sur la question des libertés, qui est le sujet aujourd'hui, je trouve qu'il y a en fait trois ou quatre enjeux que je vais énoncer très brièvement pour moi et puis laisser ensuite la discussion. On est dans des circonstances extraordinaires. Sommes-nous dans des circonstances exceptionnelles? Et donc, c'est une nuance juridique importante entre la situation exceptionnelle et la situation extraordinaire. Il y a un papier de Saint-Bonnet ce matin dans le Figaro qui exprime assez bien ça, qui consiste à dire effectivement une circonstance exceptionnelle, c'est on n'a pas du tout de prise. Et il y a une intention de nuire. Et l'état d'exception se justifie quand la prise à tous égards sur la situation publique, l'ordre public et la sécurité intérieure nous semble nous échapper. Donc, l'état d'exception, c'est vraiment la nécessité de reprendre les choses en main. Il me semble qu'on n'en est pas là, en effet, on est plutôt dans une situation extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, mais elle reste prévisible et elle reste maîtrisable. Alors difficilement, j'en conviens, mais elle reste prévisible et maîtrisable. Donc cette nuance entre état d'exception et état d'extraordinaire me paraît importante pour bien penser les choses aujourd'hui. Deuxième point, c'est la question effectivement du débat actuel sur l'application à venir, savoir si nous allons avoir du tracking ou du tracing sur ces questions pour gérer la crise, avec l'idée que pour bien gérer cette crise sanitaire, il faut à la fois connaître cette épidémie, cette pandémie pour la France, c'est-à-dire avoir des éléments, et en même temps être capable presque en temps réel de la gérer et d'adapter disons, les confinements aux situations qui sont des situations bien identifiées. Donc c'est un vrai et un beau débat, je trouve.
c'est un vrai et un beau débat, à la fois technique, mais en même temps qui met évidemment en jeu les libertés. Et j'avoue que je suis assez favorable, pour le dire, même si je suis effectivement plutôt un libéral, à l'usage des nouvelles technologies pour deux raisons. D'abord, je pense que c'est efficace. Deuxièmement, parce qu'il me semble que nous sommes tellement, comment dire, insouciants à l'égard de données pour des choses qui sont non vitales, que pour une fois que cet usage des données peut être utile au bien collectif, il me paraît plutôt légitime de, en tout cas, se poser la question et possiblement de favoriser cette utilisation sous des conditions que je vais préciser dans un instant. Donc je pense que la perspective d'avoir une application telle qu'elle est définie, c'est-à-dire pas à la taïwanaise ou à la coréenne, mais beaucoup plus soft et basée sur le volontariat, ne me paraît pas quelque chose d'absolument scandaleux. Mais, et c'est la troisième idée que je voulais développer, c'est que nous voyons dans ces situations d'état d'urgence sanitaire, exception, état extraordinaire, une des grandes failles de nos démocraties contemporaines. Et ça, je voudrais vraiment y insister parce que c'est un point qui me semble pas présent dans le débat public. Personnellement, je le dis les choses très simplement, il me semble tout à fait acceptable de concéder la restriction d'un certain nombre de libertés, voilà, ponctuellement, pour une durée limitée, mais à une condition, c'est qu'il y ait un moment élaboré de reddition de comptes. C'est-à-dire que ces décisions puissent être, à l'avenir, examinées, analysées, perçues dans leur chronologie, dans leur proportionnalité, et qu'il y ait un rendez-vous qui soit d'ores et déjà posé aujourd'hui pour, dans 5 mois, 6 mois, un débat sérieux qui ne soit pas un débat judiciaire ni médiatique. J'insiste bien sur le point. Il ne s'agit pas de mettre nos dirigeants en accusation, de faire des procès. Ce n'est pas un débat judiciaire, ce n'est pas non plus un débat médiatique, c'est un débat politique. C'est-à-dire de faire en sorte, et je trouve que le Parlement actuellement ne fait pas son boulot. Je dis vraiment, je suis scandalisé de la situation du Parlement qui ne travaille pas, alors qu'il devrait travailler, de créer une commission d'enquête qui actuellement serait en train d'instruire scrupuleusement, dans la chronologie, à la fois les débats, à la fois les options qui sont prises, qui devraient accompagner, non pas encore une fois pour demain mettre les dirigeants en accusation, mais pour faire un point précis de cette crise que nous vivons, pour pouvoir éviter à l'avenir, en tirer les leçons, tout simplement. Il ne s'agit pas de mettre tel ou tel en accusation, ça peut arriver, une décision peut être mauvaise, mais il faut avoir aussi, disons, une certaine bienveillance à l'égard des décideurs qui sont dans une situation difficile. Il ne s'agit pas de mettre en accusation, mais de tirer les leçons. Or, je trouve que nous devrions d'ores et déjà poser les jalons de cette reddition de comptes, et ce n'est pas le cas actuellement. Je trouve que c'est grave, et je suis encore une fois d'autant plus réticent à accepter des remises en cause de mes libertés que je sais que cette reddition de comptes, cette responsabilité ne sera pas fixée demain. Donc ça, c'est un point vraiment, je trouve, qui révèle qu'en démocratie aujourd'hui, nous ne savons pas, en tout cas notamment en France, ce qu'est la reddition de comptes. Nous laissons ça au droit, mise en accusation judiciaire, nous laissons ça aux médias, gesticulation médiatique, mais une reddition politique des comptes qui ne soit pas la réélection ou la non-réélection est quelque chose que nous ignorons de pratiquer. Voilà. Et je pense que s'il y a un point à développer, c'est vraiment ce point. Puis quatrième et dernière remarque sur le sujet, je pense qu'effectivement, ce qui révèle notre situation presque sur le plan spirituel, c'est que nous avons tendance aujourd'hui à confondre la santé et le salut. La santé et le salut. Dans un monde désenchanté, voilà, les grandes questions sur le sens de la mort et sur le sens de la vie ont tendance à se dissiper. Et la position de repli, c'est l'hygiène, c'est le sanitaire. La santé va nous sauver. L'étymologie d'ailleurs est la même. La santé va nous sauver, et il y a quelque chose un tout petit peu biaisé dans les débats publics sur le fait que cette situation que nous vivons est en effet extrêmement grave,
mais elle ne remet pas en cause ni les institutions, ni la survie même de la nation. Et par ailleurs, la santé n'est pas quelque chose à défendre à tout prix, quoi qu'il en coûte. Je veux dire qu'il y a quelque chose de plus important que la santé. C'est effectivement les liens avec nos proches, c'est notre liberté, c'est une certaine qualité de vie. Et je trouve que beaucoup de nos débats aujourd'hui sont révélateurs du fait que démunis de toute perspective religieuse, nous nous rabattons sur la santé comme étant le cœur de notre existence. On le voit, ce n'est plus pour des raisons d'interdit religieux que nous organisons notre consommation alimentaire, mais ce sont pour des raisons sanitaires. Mais la structure est la même. La ritualité sanitaire a remplacé la ritualité religieuse. Je pense qu'il faut être vigilant sur cette question. Quand on dit quand on a la santé, c'est le plus important, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain, et cela demanderait un vrai débat dans notre espace public. Donc l'état d'urgence sanitaire n'est pas un état d'urgence qui met en cause la vie même de la nation. Il y a quelque chose de plus important que la santé, que le sanitaire. Je pense qu'il faut le rappeler, même si c'est effectivement, j'en ai bien conscience, quasiment inaudible par rapport à la souffrance de gens qui sont dans des situations dramatiques, tragiques, et qui ont notamment aussi connu des deuils. Donc j'ai bien conscience que ce que je suis en train de dire n'est pas quelque chose de tout à fait facile ni à dire ni à entendre. Quelques réactions, et puis peut-être qu'on pourra échanger avec ceux qui nous écoutent ce matin. D'abord, ce que tu dis sur l'évaluation par le Parlement fait écho à ce qui a été, ce que je dis souvent, que beaucoup de gens disent sur le deuxième rôle qui n'est pas tellement utilisé, qui est dans la Constitution, mais que le Parlement utilise peu, qui est celui de l'évaluation des lois. Le Parlement, il est censé voter des lois, mais il est censé aussi les évaluer. Ce qui se fait assez bien, par exemple, en Angleterre, avec le National Audit Office, par exemple, mais qu'on fait très, très mal en France, alors qu'on devrait probablement, nos parlementaires devraient passer un temps important, devraient passer beaucoup moins de temps à voter des lois bavardes et inutiles, et beaucoup plus de temps à évaluer effectivement les politiques publiques et la façon dont elles sont appliquées, et il aurait une valeur ajoutée qui serait bien supérieure. La seconde réflexion, c'est qu'effectivement, ce que tu m'as dit en fait nourrit mes craintes, enfin nourrit mon pessimisme. Hein, très, très exactement. Effectivement, tu as bien rappelé qu'on a tout à fait l'impression qu'aujourd'hui, la vie agit comme autrefois le salut. Autrefois, le salut était la valeur ultime à partir de laquelle on légitimait, en fait, on va dire, on créait une hiérarchie des buts, et tous les buts étaient écrasés par celui du salut. Et donc, entre parenthèses, on pouvait vous ôter la vie si ça vous donnait le salut, ce n'était pas un problème. Hein. Et aujourd'hui, le risque, c'est le contraire, effectivement, c'est que la vie soit tellement l'objectif ultime que, quoi qu'il en coûte, comme a dit le président, mais quoi qu'il en coûte, on ne se rend pas compte combien ça peut coûter beaucoup en termes économiques, mais derrière aussi indirectement et paradoxalement aussi en termes de vie, puisque pour sauver des vies immédiates qui sont visibles, et le gouvernement a toujours tendance, malheureusement, toutes les théories politiques du choix public montrent qu'on a évidemment tendance à privilégier les résultats directs qui sont visibles et imputables à votre action, en tout cas qu'on va pouvoir vous reprocher, dont vous allez être comptable, et vous allez pouvoir avoir tendance à minimiser basiquement ces morts-là, tout en créant d'autres, mais qui seront indirectes et qui ne pourront pas vous être imputées. Donc, disons que la somme paradoxale sur la vie de l'opération, le résultat n'est pas complètement certain. Une autre idée que j'ai eue en t'écoutant, c'est que on a toujours toutes les restrictions aux libertés ont toujours été justifiées par vous ne savez pas ce qui est bien pour vous. C'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai aussi pour les restrictions aux libertés des adultes. C'est pour votre bien toujours. Et on voit très bien que cette crise va rendre cet argument encore plus fort, puisque c'est vraiment, vous ne vous rendez pas compte de ce qui est bien pour vous. Donc, cette espèce d'état prophylaxique va avoir des nouveaux leviers, des leviers qui jusque-là n'existaient pas. Aujourd'hui, on avait le levier du terrorisme. Bon, il faut vous surveiller parce que chacun est un terroriste en puissance. Jusque-là, ça marchait pas mal. Et ça avait déjà, en pratique, hein, Snowden l'avait montré, hein, déjà
permis la création d'entités de surveillance extrêmement puissantes qui sont à l'œuvre, en fait. Elles sont déjà à l'œuvre, mais extrêmement spécialisées dans la recherche terroriste. Pour la mise en place d'un mécanisme beaucoup plus général, jusque-là, on n'avait pas encore ce levier de la prophylaxie. Et ce levier de la prophylaxie, il est terrible parce que la liberté humaine, elle est absolue si on imagine que nous ne pouvons nous nuire qu'à nous-mêmes. Évidemment, elle doit s'arrêter là où, quand elle empiète sur celle des autres. Et s'il y a bien un cas où la liberté personnelle empiète sur celle des autres, c'est celle de la santé publique. Parce que si je suis malade, si je ne me vaccine pas, je vais justement pouvoir contaminer les autres. Et donc, le gouvernement va être légitime à contraindre ma liberté, par exemple en m'obligeant de me vacciner. Je ne suis pas un anti-vaccin, pas du tout, hein, je suis un pro-vaccin, évidemment, mais sur cette question, on voit très bien que, parce que je risque à tout le monde, parce que tout le monde pourra être porteur de ce virus, on va pouvoir motiver une sorte de quête, ça va être une justification ininterrompue et peut-être éternelle à la réduction de mes libertés. En fait, ça me fait un petit peu penser à l'argument de la bête dans Lord of the Flies, dans Sa Majesté des Mouches de Golding. La bête, dans la société des enfants qui est créée sur cette île, hein, où ils ont été échoués, ça joue comme une sorte d'épouvantail permanent justifiant la dictature. En fait, en réalité. C'est-à-dire que c'est au nom de la présence de la bête, il faut tous qu'on soit mobilisés. On va tous devoir être mobilisés en permanence parce qu'il est là, on ne le voit pas vraiment. Peut-être qu'il disparaîtra, mais attention, il peut revenir à tout moment. Et donc, ça va être un argument extrêmement puissant de justification de réduction de liberté. Et un des premiers papiers que j'avais fait dans le Figaro au tout début du confinement, c'était sur la guerre des modèles. Et on savait très bien qu'avant, il y avait une guerre des modèles entre, mettons, les technodictatures et ce que j'appelle les hyper-démocraties, c'est-à-dire en fait ces espèces d'holacraties, des démocraties un petit peu dégénérescentes que sont devenues les nôtres, hein, avec un débat public qui va affaiblir énormément les institutions, une représentation des élites très profondément discréditée, une difficulté à obtenir du consensus, de plus en plus des courants qui n'arrivent pas à se parler mais qui s'opposent de façon frontale sans être capables d'échanger des arguments. Donc, espèces de démocraties qui sont un peu pour moi comme des étoiles qui explosent, qui deviennent très très spectaculaires avant probablement de disparaître en réalité malheureusement. Je le crois, je le regrette, mais je le crois. Cette crise, elle va accélérer à mon avis le moment où les deux modèles vont se rejoindre, c'est-à-dire où l'hyperdémocratie va s'effondrer en technodictature, mais d'État nounou. C'est-à-dire que l'État-providence sénescent, confronté à son inefficacité économique et à son surendettement, à son incapacité à offrir la prospérité qu'il avait promis et la protection qu'il avait promis, va se transformer en État-surveillance. Voilà. L'État-providence se transforme, va se dégénérer en État-surveillance. Et moi, je vois malheureusement aujourd'hui tous les arguments, toutes les tendances pour que ça soit le cas, même si je comprends tout à fait que cette application, si elle est volontaire, hein, comme ça semble être le cas, soit une bonne chose, et je crois que je serai le premier à l'utiliser. 53% des Français, d'ailleurs, seraient hostiles à un dispositif obligatoire, mais donc ils sont plutôt pour s'il n'est pas obligatoire. Donc, moi, je vois quand même beaucoup de raisons d'être très pessimiste. Moi, je suis un peu plus optimiste, mais je pense que c'est pour ça qu'il est vraiment capital de lier les deux questions. C'est-à-dire la question, effectivement, de la restriction des libertés et la question de la reddition de comptes. Parce que si on les sépare, en effet, c'est très périlleux. Si, effectivement, cet état de surveillance dont tu parles ne doit à aucun moment rendre des comptes, encore une fois, ni des comptes juridiques, ni des comptes médiatiques, mais des comptes politiques, je pense que c'est ultra périlleux. Et de ce point de vue-là, je trouve que la situation d'Orban en Hongrie est très révélatrice. Le fait qu'Orban prenne les pleins pouvoirs ne me choque absolument pas. Ce qui me choque un peu plus, c'est qu'il ne fixe pas, que le Parlement n'ait pas fixé d'ores et déjà un rendez-vous pour dans un mois, dans 6 mois, en disant on examinera la situation. Ça me choque. Voilà, ça, je trouve que c'est la ligne rouge du basculement dans une démocratie, à ce qui n'est plus une démocratie, un état d'urgence ou un état d'exception sine die. Il faut qu'il y ait des moments de rendre des comptes et on ne sait pas faire. C'est pour ça que, effectivement, là, c'est inquiétant. On ne sait pas faire. Personne n'est capable de dire aujourd'hui comment cette application sera évaluée. On voit bien les garanties en amont.
Mais je veux des garanties en aval. Je veux que ça fasse l'objet d'un débat politique avec des représentants, des parlementaires, pas simplement des experts, des techniciens, des juristes ou des journalistes, des parlementaires qui prennent cette fonction, cette faiblesse de la reddition de comptes politiques dans notre démocratie française, qui n'est pas le cas dans les autres démocraties, et en fait la condition de son impuissance. Je trouve que c'est ça le problème, c'est que ça nous rend impuissants. Voilà. Et ça, je trouve que c'est… raison, mais justement, la reddition de comptes, c'est l'élection. L'élection, c'est le moment où on est censé rendre des comptes. Et on sait très bien que ce mécanisme était malade depuis très longtemps, puisque justement, il était pollué par énormément de choses, par cette espèce de société du spectacle aussi, qui fait qu'on finit par voter pour autre chose. On vote pour une attitude beaucoup plus qu'un bilan, évidemment, et même pas d'ailleurs vraiment pour un programme. Donc, finalement, est-ce que tu ne penses pas que cette reddition de comptes, il n'y a aucune raison qu'on arrive à la réinventer au moment où, justement, on en aurait effectivement plus besoin? Oui, il y a une remarque de Margot qui dit d'ailleurs, concernant la question de la reddition de comptes, quid de la mission d'information à l'Assemblée nationale sur le Covid-19. Oui, je suis d'accord, ça existe. Sa visibilité est à peu près nulle. Pour avoir quelques échos de la vie parlementaire, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est-à-dire que pour le coup, l'Union nationale, je la verrais moins du côté de l'exécutif que du côté du législatif, pour que tous les partis s'accordent à faire une étude scrupuleuse, critique, sans concession, sans complaisance, et la majorité en tête, mais en donnant la commission la présidence de la commission aux minorités parlementaires, faire en sorte que ce travail soit mis en place de manière extrêmement rigoureuse. Alors qu'on l'entende pas aujourd'hui, je peux le concevoir parce qu'on est plutôt dans l'action, mais il faut qu'elle soit visible. Il faut qu'on se dise, voilà, il y a des garanties, et on pourra revenir prochainement sur la proportionnalité, c'est-à-dire est-ce que ces mesures étaient du point de vue juridique de la proportionnalité nécessaire, du timing, de leur efficacité. Tout ça me paraît absolument indispensable, et de ce point de vue-là, encore une fois, je crois qu'entre la décision et la réélection, il nous manque un maillon dans notre démocratie française, ce maillon du côté de la reddition de comptes. On va peut-être prendre Oui. Alors, il peut y avoir des questions dans le volet conversation, et puis on peut peut-être avoir des questions par oral. Alors, on peut répondre à la première question qui est l'iPhone. Alors, je suis désolé, je vous appelle par ce que je vois, donc l'iPhone de Margot. Je lui laisse la parole. Oui, merci. En fait, Monsieur Taveillot, il a bien répondu, donc je ne monopolise pas plus longtemps la parole, puisque voilà, ma question sur la reddition de comptes et la mission d'information à l'Assemblée nationale a eu sa réponse. Merci. J'en prie, merci. Si vous voulez poser une question, soit vous le mettez dans la conversation, soit sinon vous avez la petite touche en bas qui s'appelle réaction. Et si vous mettez vous appuyez sur une des deux mains là, ça me signale qu'il faut que je vous rende le micro. C'est moi plein de têtes connues, sympathiques là parmi nous. C'est moi simplement le temps de vous retrouver. Voilà, c'est bien. Darcourt Lesa. Voilà, excusez-moi si je prononce pas ça dans le bon sens, mais vous avez normalement le micro. Hein. On ne vous entend pas. On vous entend pas. C'est bon, c'est bon maintenant. Bon, alors, on a parlé du déficit de reddition politique des comptes. Je trouve que c'est une excellente notion. Et du déficit d'évaluation, là aussi, c'est très bien d'en parler. Je crois qu'à ces deux déficits, il faudrait en rajouter un troisième, c'est celui du déficit de cadrage des débats en amont. Là, on n'est pas sur l'aval, on est sur l'amont, qui est cette attribution qui est laissée de façon un petit peu anarchique aux médias. Et je pense qu'il y a un travail, effectivement, de cadrage des débats qui n'est pas fait. Henri, commencer à répondre? Oui, alors, cadrage des débats, c'est toujours un peu compliqué de dire parce qu'on a un espace public libre, mais là où j'interprète votre question, ce serait sur une proposition qu'a fait le député François Cornu-Gentil, avec une intéressante, disait Olivier tout à l'heure, c'est que notre tradition parlementaire, en tout cas sous la Ve République, fait que le Parlement et l'Assemblée nationale est focalisé comme une sorte de greffier des lois qui sont décidées par ailleurs. Donc, sont un travail de greffier qui est en fait assez peu stimulant.
et que cette Assemblée néglige deux tâches absolument indispensables. Et ça encore, je crois que c'est vraiment le grand enjeu de la refondation démocratique à venir. Ce n'est pas du tout l'assemblée participatif, les assemblées, conventions sur le climat, enfin ça je trouve que ce sont des gadgets. C'est vraiment l'idée que le Parlement doit se saisir, de la tâche d'évaluation, de diagnostic. Par exemple, sur le système de santé, très clairement, nous avons une tâche de diagnostic qu'il va falloir mener, c'est-à-dire, et vraiment sans idéologie, de manière pragmatique. Comment se fait-il que le système de santé français, qui coûte très très cher, est sur la question du Covid, pas forcément sur toutes, mais sur cette question du Covid, moins efficace que le système allemand. C'est, voilà, à taux de PIB équivalent, là, voilà, il va falloir trouver une solution, quoi. C'est un problème d'organisation, c'est pas un problème de moyens. Donc, cette tâche diagnostique, sur ces questions et sur plein d'autres questions, n'est faite nulle part. Elle n'est pas faite par l'exécutif qui est dans l'urgence, elle n'est pas faite par les médias qui sont dans la gesticulation, elle n'est pas faite par le judiciaire qui arrive toujours trop tard, elle n'est faite nulle part d'évaluer de manière non partisane, de manière pragmatique, la situation d'une question et savoir si une loi est nécessaire. Est-ce qu'une loi est nécessaire ? Voilà, déjà, est-ce que le Parlement doit faire cette loi ? Donc ça, c'est la première tâche de diagnostic. Et puis ensuite, deuxième tâche, qui est une tâche de reddition de comptes de l'autre côté. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout en inventant des gadgets qui vont contribuer à discréditer la représentation encore davantage, la Convention sur le climat et des choses en disant, grosso modo, les élus, c'est des hockey boomers, ils comprennent rien à rien, et donc on contribue à discréditer la représentation nationale. C'est au contraire en renforçant la représentation nationale dans deux tâches qui sont essentielles, l'évaluation, le diagnostic et la reddition de comptes. Ça, c'est absolument capital, et c'est comme ça qu'à mon avis, on régénérera la démocratie, non pas par des gadgets participatifs qui me paraissent peu durables et tout à fait assez largement démagogiques. Pour répondre, on pourra répondre à la question de Dominique Hortelan juste après, mais sur le rôle des médias, je trouve que c'est un thème excuse-moi, il faut peut-être lire la question parce que je ne sais pas si tout le monde… Oui, je vais le lire après, mais d'abord, c'est pour répondre à la précédente. D'accord. Les médias, c'est intéressant si vous regardez… Je n'avais pas regardé le journal de 13h, le journal de 20h depuis peut-être 20 ans. Donc on est peut-être nombreux à l'avoir fait. Je ne sais pas si ça a changé, mais moi, je vois qu'il y a un retour du rôle traditionnel du média comme média de propagande. C'est-à-dire qu'il est là pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, pour faire énormément, extrêmement didactique, pour le dire gentiment, mais pour répéter aux gens ce qu'ils doivent faire, en nous expliquant que si on allait tout de suite se faire contrôler et qu'on allait avoir des amendes. Enfin bon, donc il y a cet aspect-là. Mais il n'a pas perdu, par ailleurs, son autre aspect qui existait avant, qui est cette espèce d'effet loupe terrible. Au lieu de nous aider à prendre du recul, les médias, en fait, nous créent, et c'est évidemment le cas des chaînes d'infos en continu, créent un effet loupe extraordinaire qui nous fait complètement passer à côté de la réalité, de la taille d'un phénomène. Et c'est quand même le cas avec cette épidémie, dont il faut bien dire, quand on prend du recul, pas nécessairement seulement sur 2000 ans, mais même sur évidemment un siècle, on se rend compte qu'elle ne joue pas dans la cour des grands, en fait, cette épidémie. Elle est relativement soft. Ce qui est intéressant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sauver les vies, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre que la vie, pour la première fois, j'avais écrit quelque part, mais en 69, on a eu 35 000 morts de la grippe. Ça a à peine fait 2 encarts dans les journaux. C'est-à-dire que ce n'était pas un événement et ça ne serait pas à l'esprit d'arrêter l'économie mondiale ou l'économie de la France pour ça. Et aujourd'hui, on a trouvé naturel d'arrêter l'économie comme on ne l'avait jamais fait. Je pense que c'est un indicateur de civilisation quand même très intéressant. C'est que pour la première fois, on a sacrifié l'économie au profit des vies. Ça dit quand même quelque chose sur l'état de notre civilisation. Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, le fait qu'on était devenu financiarisé, ça c'est vrai, l'économie l'est, mais qu'on était une civilisation tournée totalement autour de la consommation et autour du culte de l'entreprise, en réalité, on voit que c'est absolument c'est totalement le contraire. C'est peut-être une surprise intéressante. Voilà. Tu peux prendre la question de Dominique Hortelan là. Oui, voilà. Pour répondre à la question de Dominique, vous avez tout à fait raison. Je fais partie de ceux qui avaient plaidé. Excuse-moi Olivier, il y a vraiment des gens qui sont sur leur téléphone, donc ils ne voient pas la question. Alors, pardon. N'y a-t-il pas un lien entre les capacités d'analyse et d'évaluation, reddition du Parlement, outils d'études, d'investigation et statistiques à disposition des députés ?
la faiblesse des moyens expliquerait partiellement cette absence de reddition. Alors, moi, je fais partie de ceux qui, en 2007, à l'élection de Sarkozy, avaient beaucoup poussé en faveur du rapprochement de la Cour des comptes et du Parlement. C'est-à-dire que l'idée aurait été de mettre au service du Parlement la Cour des comptes, un petit peu comme le NAO, le National Audit Office, dont on a parlé, afin que chaque parlementaire dispose d'une force de frappe pour l'étude, pour l'évaluation des politiques, qui soit plus conséquente que celle qu'ils ont. Les moyens sont extrêmement limités pour un parlementaire, d'autant plus qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Et cette idée, à l'époque, avait quand même beaucoup inquiété la Cour des comptes. J'avais même participé à l'époque à un rendez-vous avec le ministre et le premier président de la Cour des comptes, puisque j'étais conseiller ministériel. Et à l'époque, le premier président, qui a disparu malheureusement depuis, comme on le sait, avait expliqué qu'il était très inquiet parce qu'il n'avait absolument aucune envie, évidemment, d'être mis au service du Parlement. Hein. Il n'en avait aucune envie et on l'avait rassuré parce que finalement, Sarkozy, qui s'était engagé à l'époque à créer une instance d'évaluation pour aider le Parlement, n'avait absolument pas fait. Mais l'idée, elle est là depuis très très longtemps. Et je trouve que ça fait effectivement partie des apprentissages qu'on n'a peut-être pas encore assez, et je crois que tu as tout à fait raison, Pierre-Henri, de souligner et d'y insister. Des apprentissages de cette crise, c'est qu'on a besoin, que ça devrait augmenter la nécessité pour notre Parlement de se ressaisir, de se saisir de son rôle, qui est un rôle qui existe dans la Constitution. Voilà. Alors, je peux ajouter juste un point, c'est que je pense que ce n'est pas uniquement une question de moyens. Il y a des députés qui font le boulot. Encore une fois, à la fois dans la théorie et dans la pratique, ce que fait François Cornu-Gentille est exemplaire de ce point de vue-là. Il a fait une enquête avec des députés qui ne sont pas de son camp sur la Seine-Saint-Denis. Son rapport sur la Seine-Saint-Denis est exemplaire de ce que devrait faire le Parlement. Il n'y a aucune intention politicienne. C'est un rapport d'évaluation qui a été d'ailleurs pris ensuite en charge par le Premier ministre. C'est un rapport d'évaluation qui montre effectivement l'incapacité de l'État et la collectivité d'avoir une politique raisonnable sur ce département. Voilà. Le truc est assez, pour le coup, très inquiétant, mais on a là un vrai travail documentaire. Il suffit juste que les députés veuillent bien faire le boulot. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas une question de moyens, c'est vraiment une question de volonté, même si, effectivement, ça suppose un gros travail d'investigation, d'enquête, mais vraiment, c'est absolument capital de le faire de cette manière. Alors il y a une question de Alexis, enfin une remarque de Alexis Cumeta, et il y a M. Darcourt-Léza qui veut vous répondre. Vous voulez la question d'abord? Peut-être lire la question. Je rejoins votre pessimisme en laissant aux politiques le soin d'organiser une revoyure. Ne sommes-nous pas naïfs? Beaucoup d'élus se satisfont de la place prédominante donnée au pouvoir public, puisque c'est une formidable opportunité d'exister, alors que le débat politique intéresse de moins en moins. Rééquilibrer les pouvoirs et donner de l'agilité à la décision collective, ce serait peut-être donner plus de place aux entreprises qui ont réussi, par exemple, à changer leur process de production, à organiser leur activité pour poursuivre, et qui sont les grandes oubliées des discours politiques, celui de lundi étant une illustration significative, mais il est vrai que les entreprises ne votent pas. Alors, pour la partie entreprise, je ne suis pas compétent, mais oui, en effet, les députés sont bien souvent dans une forme de confort. Donc, je partage effectivement cette question, cette analyse. Pour ajouter quelque chose, effectivement, je suis tout à fait d'accord. L'une des grandes tensions qui apparaît en ce moment, c'est la tension entre la nécessité à centraliser et à l'hypercentralisation pour arriver à coordonner les actions, et la nécessité à agir au plus près du terrain. Et on a vu que les grands succès qu'on avait pu remporter dans l'adaptation à la crise, c'est souvent des succès qui sont liés justement au fait qu'on a levé énormément de verrous à la prise d'initiatives personnelles, on a levé des process de décision rapide, et on a vraiment, on s'est rapproché de cette notion qui est en droit européen, qui est très importante, qui est celle de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on va laisser faire aux gens au niveau compétent ce qu'ils peuvent faire. Donc, quand un niveau compétent peut le faire, on ne va pas le faire au niveau supérieur. Et la question qu'on peut se poser sur l'après-crise, c'est est-ce qu'elle va être
et je ne sais pas encore, hein, est-ce qu'elle va être un levier pour recentraliser, effectivement, un retour de l'État, mais dont on savait bien avant la crise qu'il avait comme problème d'avoir perdu tous ses corps intermédiaires et qu'il n'arrivait pas, désespérément pas, à réaliser cette décentralisation qu'on appelle de nos voeux depuis maintenant au moins 40 ans, si ce n'est 50, ou est-ce qu'on va avoir cette espèce de prise de conscience de la nécessité de vraiment décentraliser. C'est vrai pour les décisions publiques, avec le pouvoir du maire, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être faites de façon intelligente si les maires sont compétents et qui ont le pouvoir de faire les choses. Et effectivement, si on laisse naturellement les choses au marché, je suis aussi un des tenants, évidemment, de la vertu de laisser les entreprises faire et bien faire quand c'est possible, et d'un État qui est tellement plus efficace quand il est à sa place et quand il n'essaye pas d'être partout. Voilà. Une réaction La parole est à M. Darcourt, et après, j'ai vu une autre demande de iPhone Perso LA. Je vous laisse la parole après. Vous avez réindexé la question du débat public sur l'institution parlementaire. Vous avez tout à fait raison de le faire. Ceci étant, je crois qu'il ne faut quand même pas que l'institution masque une autre réalité, c'est que nous ne sommes pas aujourd'hui majoritairement dans une culture du débat en France. Il suffit de voir le glissement chronique de tout ce qu'on essaie de qualifier de débat vers la polémique. Donc il y a quand même un problème, il y a un problème de débat, de culture du débat, et le cadrage du débat fait partie de cette culture du débat. Oui, d'autant plus si c'était peut-être un problème de culture, mais aujourd'hui c'est un problème technologique, parce que moi, encore une fois, je suis vraiment le pessimiste ce matin de l'affaire, mais je le suis de plus en plus en réalité, plus les choses vont, mais que la technologie a à la fois donné des outils pour que ce débat se développe de façon exponentielle, mais malheureusement de façon quasiment métastatique en fait. Je comparais plutôt ces technologies à un effet un peu cancéreux sur le débat, c'est-à-dire qu'on a plein de choses qui se développent, qui sont plutôt maladives, que l'indication d'un débat sain. On n'a pas encore trouvé le moyen de retrouver la hiérarchie des expressions, de recréer des hiérarchies des expressions. Moi, je suis un peu moins pessimiste que vous là-dessus, parce que prenons un peu de recul, et les débats qui nous animent, qui nous passionnent, qui nous agacent, qui nous irritent, qui nous exaspèrent, moi j'ai quand même tendance à les considérer comme une espèce de trésor français, nous sommes un peuple d'intellectuels. J'en donne un petit indice. Vous voyez, le nombre de petites universités populaires dans le moindre village de France, de petites conférences. On a un tissu délibératif en France qui est absolument extraordinaire, et je crois unique au monde. Je pèse mes mots. Le fait d'aller faire une conférence ou discuter dans un village de 200 personnes avec 50 personnes qui sont présentes, c'est un truc hallucinant. Donc oui, il y a des biais cognitifs, oui, il y a une exaspération, oui, il y a des fake news, mais j'allais dire, il y a du lien. Et nous qui cessons de dire que ce lien est en train de disparaître, voilà. Le débat témoigne du fait qu'on préfère débattre que de se battre, même si parfois on est prêt de se mettre des baffes virtuelles, ça reste des baffes virtuelles. Donc je trouve que voilà, cadrer le débat, ça sonne un peu, comment dire, illibéral, voyez-vous ce que je veux dire? C'est-à-dire que acceptons ce désaccord dans son ampleur au niveau de l'espace public. En revanche, je suis tout à fait d'accord, au niveau politique, là, en effet, le débat du peuple-État, si je puis dire, le débat parlementaire, lui, doit être cadré pour une seule raison, c'est qu'il doit viser la décision. Et ce débat-là, oui, je suis d'accord, manque un peu d'efficacité et de pertinence. Mais voilà, nous sommes dans une phase où on doit apprivoiser cet espace public numérique extrêmement nouveau. On avait cru que c'était l'avènement de la démocratie, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'effets pervers, beaucoup d'effets négatifs. Je crois en même temps que notre espace public est en train justement d'apprivoiser. Les jeunes sont extrêmement attentifs aux fake news, sont extrêmement attentifs à ne pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. En quelques années, les choses ont évolué très rapidement. Donc je reste de ce point de vue-là
optimiste sur la question de ce débat, même si, encore une fois, comme vous, je suis exaspéré à peu près 15 fois, 100 fois par jour parce que je lis. Mais voilà, en même temps, je me sens vivre et comme j'ai rien d'autre à faire, voilà. Alors, il y a une… Je laisse la parole dans l'ordre d'arrivée à la personne qui est inscrite sous le nom iPhone perso. Laurent, vous avez la parole. On ne vous entend pas. Allô? Allô? Oui, c'est bon, allez-y. Non, on ne vous entend pas. Et pourtant, vous avez la main. Qui est-ce? Voilà. Là, c'est bon. Non, toujours pas. Où est-il? Ah, voilà, là, ça va. Il est là, en bas. Vous avez la parole. C'est bon, ça marche. De mon côté. Non? Bon. Sinon, quelqu'un d'autre? Oui, on va continuer. Alors, je crois que M. Darcourt voulait repartir. Non, je crois que je crois que vous avez la dernière conclusion me convenait tout à fait. C'est-à-dire, il y a le foisonnement un petit peu de la vie, et puis il y a peut-être aussi à l'État d'être exemplaire sur certaines choses. Et ça passe effectivement par de l'enquête, parce qu'une mise en débat, ça passe d'abord par un travail de diagnostic. Alors, comme il nous reste 10 minutes… Il y a monsieur, on réessaye, pardon, on réessaye avec monsieur Laurent, c'est ça? Allô? Oui. Vous êtes connecté, c'est bon? On ne vous entend pas. Voilà, maintenant. Par écrit, peut-être. Ça y est, soit il est à l'extérieur, on voit qu'il est à l'extérieur. C'est bon, là, vous pouvez parler. Votre micro est ouvert, il n'y a pas de problème. Bon. Alors, puisqu'on a 10 minutes, j'aimerais revenir du coup, sauf si on arrive à avoir la question, mais sur la tension entre liberté et surveillance. Sur le fait que l'outil Stop Covid et puis ses différents avatars va d'une façon ou d'une autre quand même constituer une avancée, pas la seule, mais une avancée dans, je crois, l'inéluctable création de fichiers nationaux, de dispositifs de surveillance, pour dire généralisée, ou de capacité de contrôle. Cette espèce d'immense système d'information qui va faire que les autorités vont rapidement pouvoir avoir toutes les informations sur tout le monde. Je vous rappelle que en Chine, c'est très organisé depuis maintenant quelques années. L'objectif de Pékin, c'est de pouvoir identifier n'importe quel Chinois en 3 secondes. Où qu'il soit sur le territoire, en 3 secondes. Et d'ici 1 an à 2 ans, ils ont prévu d'avoir 1 milliard de caméras. Aujourd'hui, ils devraient en avoir 400 millions, si je ne me trompe pas. Ils devraient avoir 1 milliard de caméras. Donc, la question, c'est l'argument le plus terrible, c'est les gens honnêtes n'ont rien à se reprocher. Demain, avec Stop Covid, ça sera les gens en bonne santé n'ont rien à se reprocher. Un argument terrible, et c'est Snowden qui disait dans une interview, il dit dire que la surveillance ne sera pas utilisée contre les citoyens normaux, c'est aussi rassurant que de dire « je te mets un revolver sur la tempe, mais je te jure que je ne tirerai pas ». Parce que c'est à partir du moment où vous avez ce dispositif, où il existe, alors peut-être qu'aujourd'hui, on a les institutions politiques pour arriver à les contrôler et que les intentions des gens sont peut-être très bonnes, de la même façon qu'aujourd'hui, peut-être que chez Facebook, Zuckerberg est peut-être quelqu'un de très très bon, mais qui demain seront les donneurs d'ordre? Qui seront les actionnaires? Qui seront les décideurs? Le problème, c'est qu'une fois que vous avez le pistolet sur la tempe, vous ne savez plus très bien qui demain va le tenir. Et donc, mon inquiétude fondamentale, c'est là-dessus, c'est sur cette montée, mais dont je ne vois pas les conditions pour l'arrêter, parce qu'il y a une demande de sécurité, il y a une demande de contrôle, à laquelle parfois je suis le premier à adhérer. Et la santé va aujourd'hui être l'argument supplémentaire qui va permettre, pour l'instant on en est encore un peu loin, on n'arrive pas à avoir le dossier médical personnalisé depuis 20 ans, mais c'est plutôt c'est pas une mauvaise volonté, c'est juste une nullité de l'administration qui fait qu'on n'arrive pas à avoir ça. Mais petit à petit, quand même, ces dispositifs sont en train de monter en puissance. Je ne vois pas comment on peut l'empêcher, et ça me rend extrêmement pessimiste sur l'issue. Donc voilà, cette crise va être un accélérateur pour moi. Voilà. D'accord. Alors, moi j'aurais peut-être un regard un tout petit peu différent qui consisterait à dire
je trouve que c'est un élément de prise de conscience. C'est-à-dire que ces données que nous balançons sans hésiter à toute une série d'applications où, malgré le RGPD, nous cliquons surtout parce que nous avons envie d'en profiter gratuitement, j'allais dire que le fait de les donner à l'État, ces données, va peut-être nous permettre de prendre conscience du problème. D'autant que, et c'est le deuxième point, l'État sera, parce que c'est l'État, contraint, je l'espère, en tout cas au nom de la reddition de comptes et même au nom de l'anticipation, l'État sera contraint de donner des garanties. Par exemple, une de celles que j'ai lues sur l'application Covid-19, Stop Covid, c'est de dire ces données issues du Bluetooth de localisation ne seront valables que 14 jours. Et après, elles sont effacées. Je trouve que ça, c'est un excellent point qui pourra permettre après de nous dire à nous, tiens, et si mon application de géolocalisation que je viens de donner, après tout, est-ce que cet effacement de 14 jours, je ne serais pas en droit de l'exiger? Donc je crois au contraire que ça pourrait rendre le citoyen, parce que nous avons tendance à nous méfier davantage de l'État que du privé, d'inverser un tout petit peu les choses. Et je pense que de ce point de vue-là, l'État pourrait avoir une fonction de gardien des libertés. Pourquoi? Parce que l'État est beaucoup plus scruté que ne le sont les entreprises individuelles. Donc, voilà, une espèce de cercle vertueux dont je pourrais envisager la chose, mais je sais, comment dire, un regard un tout petit peu différent, mais certainement pas contraire de celui du tien, Olivier, parce que je pense que la méfiance que tu as ou la défiance que tu as à l'égard de cette situation est capitale. Et donc voilà, j'envisage cette possibilité positive, mais avec beaucoup de prudence et sans effectivement livrer les choses au bien commun et à une définition du bien qui m'échapperait. Ok, on réessaye une dernière fois. Alors oui, non mais Laurent a posé la question par écrit finalement, si je me trompe pas. Ah d'accord, je n'ai pas vu. Vous m'entendez là? Allez-y, parlez, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais il faut parler fort, allez-y. Alors je vais parler fort et en pleine nature. Donc, en effet, comme Olivier l'a précisé, j'ai simplement indiqué, j'étais d'accord avec l'analyse qui était faite sur la nécessité d'évaluer et de mesurer l'efficacité, pas seulement parlementaire, parce que le Parlement a un chemin assez court par rapport à la prise de décision politique, mais c'est surtout la capacité du pouvoir à suivre finalement en verticalité l'efficacité finalement de la décision qu'ils prennent en haut et de la capacité d'efficacité opérationnelle, donc au niveau du citoyen, et la perception que le citoyen peut vraiment restituer de cette efficacité-là. On est vraiment dans un problème où les pouvoirs publics, dont le politique finalement s'appuie beaucoup sur les médias qui ne sont pas neutres, disons-le clairement, alors qu'il faudrait réinvestir toute la chaîne de commandement verticale jusqu'à l'efficacité au niveau du préfet. Et on voit bien qu'il y a une confusion des canaux pour être efficace en verticalité. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment être dans une vision plus agile de la prise de décision jusqu'à sa perception au niveau des citoyens, puisque regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en France, on a l'impression que l'État n'a véritablement que les médias pour faire passer des messages, alors qu'il y a des préfets, il y a toute une chaîne de commandement qui a été véritablement délaissée, et je pense pour des raisons bassement économiques, pour des raisons bassement du goût d'effort et d'exaltation de ce travail en verticalité. Voilà ce que je voulais partager, mais vraiment, ce que dit Olivier ou ce que dit également Pierre-Henri est véritablement la clé de début de solution pour ne pas être dans la condamnation du pouvoir, mais pour être véritablement, nous, tous citoyens, dans l'efficacité attendue de nos hommes politiques, parce que c'est nous, quelque part, qui les avons véritablement mis en démocratie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je crois que ce que vous dites, vous avez tout à fait raison, et ça rejoint aussi la question de Dalus juste après. Est-ce que la constitution de la 5e est adaptée à l'avènement des outils technologiques évoqués? Je crois que c'est le grand biologiste Wilson qui disait l'homme a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux.
Alors, le cerveau, on ne peut pas tellement le changer. Les technologies, on voit qu'elles accélèrent beaucoup. En revanche, les institutions du Moyen-Âge, elles restent en fait fondamentalement des institutions du Moyen-Âge. D'ailleurs, si on regarde bien l'école, elle fonctionne exactement comme l'école cathédrale du Moyen-Âge dont elle est issue en fait. À l'origine, c'est ça, c'est comme ça que l'école a été créée. Donc, ces méthodes sont les mêmes à peu près. La façon dont elle fonctionne, une personne en face de 30, c'est à peu près toujours la même chose. Pour les institutions politiques, c'est quand même effectivement beaucoup ça. On a des institutions politiques qui sont nées, mettons, il y a 2500 ans, n'est-ce pas, et qui ont été adaptées. Mais enfin, fondamentalement, elles sont un petit peu de la même façon, du même ordre, avec des dérives qu'on avait vues. J'ai parlé de l'attrition des corps intermédiaires, effectivement d'une décentralisation impossible, alors qu'effectivement, la complication du monde, je ne dis pas, c'est pas la complexité, parce que enfin, la complexité et la complication, la complication, elle est artificielle, la complexité, elle est naturelle. On a les deux aujourd'hui, la complication et la complexité. Les deux font qu'il faudrait qu'on soit capable souvent effectivement de prendre les décisions au plus près du terrain et malheureusement la réponse du politique, elle est avec ses contraintes du fait que l'homme politique étant un homme comme un autre, il a aussi besoin de pouvoir justifier son action, il va s'intéresser à l'effet immédiat de communication, ça c'est vrai. Et avec tout ce qu'on avait pu voir depuis très longtemps sur ce que j'appelle ça la BFMisation de la politique qui a engendré la twitterisation de la loi. Comme la politique est devenue gérée par BFM, la loi est devenue un tweet. Et évidemment, ce n'est pas idéal pour arriver à gérer une crise de ce type-là qui aurait nécessité beaucoup de capacité à prévoir. Peut-être qu'on pourra faire le procès des gens qui n'ont pas pris la capacité, qui n'ont pas fait les réserves nécessaires que la puissance publique aurait dû décider pour des scénarios qui quand même n'étaient pas complètement inexistants, des scénarios de pandémie. La capacité à prévoir et puis la capacité à réagir aussi à la crise actuelle. Merci. Est-ce que tu veux balayer les dernières petites remarques Alors, Christelle, que je salue. Salut Christelle. Oui, c'est vrai. On est tous. C'est quand même très, très paradoxal. On est tous pistés en permanence et on sait très très bien que sur n'importe quel site, n'importe quelle recherche qu'on fait, on va nous proposer une pub qui correspond quelques minutes après, alors qu'on est sur un autre site. On sait que quand on utilise Waze, on sait que TikTok aussi nous suit en permanence. Et les gens ont l'air d'être beaucoup plus sensibles à l'idée que l'État nous suivrait. Moi, j'ai un peu un doute. Moi, j'ai l'impression qu'on affiche a priori beaucoup de craintes, mais en fait, quand il s'agit de balancer ces données, et une fois qu'on est dans la surveillance, en fait, on s'en fout. Et moi, ma théorie, c'est que la surveillance d'État, avec ce terrible argument de les gens honnêtes n'ont rien à se reprocher, en fait, va progresser à bas bruit sans aucun problème. Je ne pense pas qu'on ait si peur de ça, parce que finalement, cet État, c'est vrai qu'on le craint un peu, mais il y a quand même beaucoup cet appel qu'on lui fait, ce réflexe de l'État nounou, j'ai l'impression. Peut-être pour terminer la remarque de Thomas, peut-être. Quand tu veux, d'autant plus qu'il est l'heure. Oui. La dernière remarque de Thomas, peut-être. Thomas à tout le monde, là. Bonjour. Alors, bonjour. Sur la fonction de contrôle par le Parlement, comment renforcer son expertise sur les enjeux sanitaires, technologiques, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques? Comment concilier avec l'aspiration à la transparence dans la vie publique, la haute autorité, effectivement, devrait être compétente. Oui, c'est une question vaste, mais ça me permet de dire qu'avec la Convention citoyenne, j'ai l'impression qu'on a fait l'exact contraire de ce qu'on aurait dû faire. Convention citoyenne, c'est on a mis n'importe qui et on leur a dit dites-nous ce qu'il faut faire, alors qu'il aurait fallu au contraire essayer de réactiver, je pense que c'est peut-être qu'on a une bonne occasion là, de réactiver le rôle de la démocratie représentative. Les représentants ne sont pas omniscients, il n'y a aucune raison qu'ils le soient, ils ont leurs qualités, ils ont aussi leurs manques, mais c'est justement ces gens élus comme représentants, avec ce processus démocratique qui est extrêmement précieux, qui doivent être aiguillés, et on ne manque pas effectivement d'offices, d'agences qui devraient être mises au service du Parlement. Est-ce que ça nécessite peut-être de demain de changer la Constitution? Ce n'est même pas, je pense, nécessaire. Je pense que le Parlement, il a tous ses outils, il a ses possibilités constitutionnelles. Il faut qu'il le veuille. Il faudrait peut-être aussi, évidemment, que les parlementaires soient moins dépendants du point de vue électoral de
de leur élection. Et de ce point de vue-là, malheureusement, la grande réforme sur le cumul des mandats, pour moi, a été une connerie monumentale. On avait autrefois des députés maires qui avaient une colonne vertébrale, qui connaissaient très bien le terrain et qui étaient capables d'avoir des avis sur les questions qui n'étaient pas la voix de leur maître et qui n'étaient pas celles nécessairement de l'exécutif. Aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui ont beaucoup de qualités, qui sont très gentils et parfois avec plein de bonne volonté, énormément d'énergie, qui essaient de faire des très bonnes choses, mais qui malheureusement, et je crois qu'on avait été beaucoup à le remarquer, qui sont devenus des apparatchiks, c'est-à-dire peut-être dans le pire sens du terme, il y a des gens qui sont juste dépendants de l'appareil et qui du coup en sont évidemment un petit peu la voix. Et donc c'est ce qui pourrait malheureusement être un obstacle au fait qu'aujourd'hui le Parlement se saisisse de ses rôles. Ça n'aurait peut-être pas été le cas il y a 15 ans, il y a 20 ans. Pierre-Henri, tu as quelque chose à ajouter ? Tout à fait d'accord. Non, je crois que le temps est passé. Non, mais je partage tout à fait cette analyse. Je crois qu'effectivement, le Parlement, j'allais dire, on dit aux élus de l'exécutif gouverner, mais j'allais dire maintenant au Parlement, faites votre boulot, parce que là, vraiment, tous les moyens sont là pour que le Parlement prenne cette charge. Et moi, j'aime beaucoup la verticalité dans la décision exécutive. Je pense qu'elle est indispensable, mais elle ne peut exister de manière efficacement que avec des organismes de contrôle qui sont… D'ailleurs, historiquement, c'est ça. La naissance de la responsabilité politique en Angleterre, c'est cette idée essentielle que plus un pouvoir est responsable, plus il est efficace. Voilà, c'est ça l'idée essentielle. Plus un pouvoir est responsable, plus il est efficace. C'est ce qui a permis au Parlement anglais d'obtenir des impôts infiniment plus élevés que le pouvoir absolutiste français. Et toute la politique maritime anglaise a été développée parce que le Parlement était responsable. Donc, mettons la responsabilité au service de l'efficacité. C'est ça l'idée essentielle. Pas au service de la destruction du pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui, mais au service de l'efficacité du pouvoir. Merci beaucoup, je crois que c'est une excellente conclusion. Merci à tous d'avoir participé à ce télécafé. C'était le premier, mais ce ne sera sûrement pas le dernier. Merci encore Pierre-Henri d'avoir répondu à notre invitation. À très bientôt à tous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.